Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec l'acteur, mais surtout le réalisateur Clovis Cornillac pour son film Couleur de l'incendie, tiré du livre de Pierre Lemaitre et actuellement en salle. Couleur de l'incendie est l'histoire de Madeleine Péricourt, jouée par Léa Drucker, une femme qui, dans les années 20, hérite de l'empire bancaire de son père. En laissant sa confiance aux mains d'hommes de pouvoir, Madeleine Péricourt perd l'héritage paternel et n'a désormais plus qu'un but, se venger. On retrouve dans ce film tout ce qui fait la force d'une bonne histoire de cinéma, de la corruption, du mensonge, de la lâcheté, des machinations et une petite dose d'amour, toujours. Alors avec Clovis Cornillac, on a parlé ensemble du travail, de l'adaptation qui a été réalisée main dans la main avec l'auteur du roman, du personnage de Madeleine Péricourt qui est marquant à plus d'un titre, ou encore de son amour croissant de la réalisation. Bonne écoute. Bonjour Clovis Cornillac. Bonjour. Adapter un livre au cinéma, ça me semble un exercice compliqué en soi. Alors, les mots sont les outils principaux, bien sûr, mais ils ne disent pas tout de ce qu'on peut voir à l'écran. Et certains romans développent des trames parfois fluides sur le papier, mais parfois tout à fait ambitieuses lorsqu'on veut les porter à l'écran. Et Couleur de l'incendie, c'est un roman de 2018 de Pierre Lemaitre, qui est par ailleurs prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut. Et c'est typiquement ce genre de livre qui me paraît être un monument à adapter, vous voyez. Déjà, est-ce que je me trompe ? Non, je pense que ça fait, et c'est en ça où en même, c'est le paradoxe, c'est que en même temps quand tu lis le bouquin et que tu te dis on doit en faire un film, tu dis oui, c'est du cinéma. Donc c'est un vrai paradoxe. Ce qui était formidable, c'est que Pierre a fait lui-même l'adaptation et tous les auteurs de romans et autrices ne sont pas capables d'être scénaristes. C'est deux exercices très différents. Pierre a vraiment fait l'adaptation et moi j'ai travaillé avec, et là où il a été remarquable et extrêmement élégant, c'est que il m'a dit voilà, ça c'est mon livre, je suis très heureux de mon livre, tout va bien. Maintenant le scénario c'est ton film et c'est ton film, donc tu me demandes ce que tu veux. Par rapport au film. Il était complètement ouvert à... Non, en vraie camaraderie, ouais. C'était formidable parce que dès que je lui demandais des choses, il n'était jamais dans la rétention ou dans « Ah non, on ne peut pas faire ça ». Pas du tout. Et, ok, d'accord, très bien. Il fallait que je justifie évidemment l'endroit où je voulais aller, mais, sûr, mais comme avec n'importe quel scénariste, c'est-à-dire on a besoin de comprendre ce qu'on écrit. Donc, et ça, c'était remarquable pour moi et c'était formidable. Et là aussi où je vous rejoins par rapport à un livre, il y a une chose qui paraît évidente quand on l'a dit, mais de temps en temps, dans un roman, pour comprendre l'attitude ou le ressenti d'un personnage, ou les enjeux entre deux personnages ou trois personnages dans une même pièce, ça demande des pages. Ça demande des pages de finesse. Et souvent, même dans un scénario qui n'est pas une œuvre, un scénario, c'est pas fait pour être édité, c'est un objet de travail. Dans un scénario, de temps en temps, tu te rends compte qu'il y a des scènes qui sont en trop parce qu'elles ne font qu'expliquer quelque chose que tu as compris dès que le personnage a ouvert la porte. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Quand tu as un rendez-vous amoureux, t'es pas obligé tu n'expliques pas ce qui est en train de se passer. Et de temps en temps, un regard raconte tellement de choses. Tout le plaisir aussi du cinéma et du point de vue et des plans et des choses que tu choisis de filmer ou de pas filmer, le son, tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène est quelque chose d'un travail secret qui correspondrait à toutes ces lignes qu'on lit, mais qui sont en fait que j'évoque. Donc c'est un papaoutage, un empapaoutage de l'inconscient du spectateur. Le bruit d'une porte, moi je peux travailler en post-production sur le bruit d'une porte. Une porte, en fonction de comment elle s'ouvre, du poids que tu lui donnes dans le son, elle dramatise une scène à un endroit inconscient du spectateur. Tu dis, le moment où il rentre, ça fait peur. Tu dis, en fait, il n'y a rien. Quand tu tournes, si tu montres le plan tel que tu l'as tourné, sans la musique, sans le son et sans la colorimétrie sur laquelle tu travailles et la valeur de plan, tu dis, bah non, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce. Mais tout ça, c'est le travail de la mise en scène. C'est ça qui est passionnant dans la mise en scène. C'est que
ce que tu filmes raconte ce que tu ne filmes pas. Et donc ça, c'est dément. Et ça se voit très bien dans le long plan du début du film, qui est vraiment admirable, au même titre que les premières pages du roman d'ailleurs, qui nous happait directement, parce qu'on nous présente les personnages, je dirais, presque dans les détails, mais leur statut, leurs rapports sociaux, etc., d'un coup d'un seul. Est-ce que, et je pense, dans ma tête, c'était une scène capitale, j'imagine. Oui, comme toutes, en vrai. Comme toutes. Celle-ci, en fait, je me suis dit... Oui, mais tout est présenté mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a aussi un phénomène du spectacle. Tu achètes ton billet, tu te déplaces, tu vas dans une salle de cinéma et on ouvre le rideau, quoi. Et l'ouverture du rideau, il y a une forme de happage. C'est un cas pas dans tous les films. Celle-ci vraiment, cette scène, j'imagine que vous pourriez peut-être pas le dire, mais cette scène est vraiment ah oui, moi j'aime. Non, mais j'aime énormément cette idée-là. Je trouve que voilà, elle fonctionne. Manifestement, j'ai parlé avec les spectateurs parce que je présente le film à travers la France et tout ça, donc j'ai le retour des gens qui aiment. Enfin, j'ai de la chance pour l'instant. Il y a que des gens très emballés par le film, donc c'est très gratifiant. Et puis en même temps, on fait du cinéma pour le partager. Donc quand tu sens que les gens ont reçu le film que tu as fait, c'est évidemment un grand bonheur. Et notamment sur aussi cette manière, je pense, d'être embarqué. Et de plus en plus, moi je me suis rendu compte sur mes premiers longs, mes films précédents comme réalisateur, souvent j'ai eu du mal sur mes débuts. C'est-à-dire j'ai eu du mal à rentrer comme je n'arrivais pas. Je trouve que mes séquences de début, il a fallu que je les remanipule et tout ça, parce que normalement, même dans Belle et Sébastien, j'ai un grand plan séquence comme ça de début, mais du coup, on n'a pas mis au tout début pour une raison. Et en fait, ce plan séquence qui est devenu le plan générique et tout ça, il y a déjà cette envie en fait d'emmener sur Il était une fois, d'emmener sur et voilà. Je t'emmène sur le territoire. Parlons-en d'ailleurs. Vous avez déjà réalisé donc 3 films. Un peu beaucoup aveuglément, Belle et Sébastien 3 et C'est magnifique. Est-ce que vous avez l'ambition de privilégier la réalisation, peut-être un peu plus encore à l'avenir, ou est-ce que vous pensez avoir, trouvé une sorte d'équilibre en ce moment ? En fait, je crois qu'on ne décide pas vraiment de nos vies. Moi, je suis... c'est depuis mon premier long métrage comme réalisateur, ce qui prime, c'est la réalisation. Il s'avère que de monter des films, c'est compliqué. D'un point de vue financier, c'est long. Il y a des temps qui durent pour avoir des réponses. Oui, c'est vraiment les projets des temps longs, quoi. Ouais, et du coup, il s'avère que j'ai la chance d'être acteur, de prendre du plaisir à être acteur. Donc, entre les moments où je suis en recherche de financement, ou quand tu as vraiment en toute finition de ton film avant qu'il sorte, des fois, par exemple, typiquement, Couleur de l'incendie, il est fini depuis 1 an. Mais il est fini depuis 1 an, mais je ne voulais pas qu'il sorte avant. Je trouve que la bonne date, c'était, je voulais une date d'automne, je trouve que c'est des films dans lesquels tu dis, il faut qu'il fasse nuit un peu tôt, il faut y aller en se disant, tu dis en plein été, ce film-là, j'ai moins envie d'aller le voir. Complètement. Ouais. Donc, le temps que ça laisse, par exemple, depuis que le film est fini, ça fait 1 an. Je me dis, j'ai rien à faire sur le film depuis qu'il est fini. Donc, j'essaye de monter d'autres films qui sont longs à monter, de générer d'autres projets. Mais j'ai largement le temps de tourner pour d'autres personnes. Et donc, je le fais. Mais ils le savent. Je leur dis toujours, pour mentir à personne, je dis, voilà, je suis en train d'essayer de monter ce film. Si on tourne dans ces dates-là, a priori, c'est bon. Mais si mon film se monte, évidemment, je vais vous lâcher. Il faut que vous sachiez que, voilà, c'est... Si tout le monde est au courant, tout va bien. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'embrouille, mais ça me permet de continuer à travailler comme acteur. Et ça, c'est une chance inouïe. Alors justement, du film, parlons-en un petit peu. C'est un film d'époque, c'est un film ambitieux. Ce n'est pas j'ai rien contre, mais un huis clos dans un appart parisien ou un truc comme ça. Est-ce que ce film, on parlait des projets, est-ce qu'il ressemble à ce que vous aviez imaginé ? Parce que c'est toujours la question, avec un film qu'on réalise, je suppose, cette question de faire correspondre les attentes et la réalité, en fait. Oui.
Je vais être super honnête. Oui, super honnête. Et autant à plein d'endroits, voilà, on pourrait parler sur le travail, tout ça, mais c'est le film que je voulais faire. Absolument. C'est-à-dire, je le revendique de partout. Il n'y a pas un endroit dans le film où c'est pas moi. Et donc, à la différence, enfin, ce que j'essaye d'expliquer aussi, de faire comprendre aux gens, c'est que je m'entoure de gens à tous les postes que je trouve extrêmement talentueux, à qui je demande beaucoup de travail parce que je suis quelqu'un qui travaille et donc je peux pas travailler avec des gens qui ne sont pas dans le travail. Et grâce à leur talent, je les nourris, je leur donne des choses et ils répondent. Et ils répondent favorablement avec leur talent. Donc, il y a une chose qui me paraît importante de dire, que j'essaye de répéter pour que les gens comprennent, parce que tous les gens qui ont travaillé sur ce film, je leur veux que du bien, dans le sens où je les trouve remarquables. La lumière, les costumes, les acteurs, enfin, à tous les niveaux. Et si vous n'aimez pas quelque chose dans ce film, sachez-le, et c'est vrai, c'est pas la personne que vous n'aimez pas, c'est ce que je lui ai demandé de faire. C'est-à-dire que s'il y a une chose que vous n'aimez pas, c'est de ma faute. C'est vous. Okay. Et en revanche, si vous aimez le film et si vous aimez le travail de ces gens-là, c'est leur talent. Parce que moi, sans eux, je peux pas faire le film. J'ai besoin de tout le monde. Et donc, quand tu réalises un film, la réalité, je pense, c'est que tu es seul dans l'échec de tout ce qui est raté, et en revanche, tu partages tout ce qui est réussi, parce que c'est impossible de réussir sans le talent des autres. Est-ce que vous aviez cette pression de réaliser un deuxième volet ? C'est pas la suite, c'est pas, enfin, ils ont pas grand-chose. Ouais. Ils ont des choses à voir les uns avec les autres. Les deux films, j'allais en parler justement de Au revoir là-haut, qui a été césarisé 5 fois, je crois. Est-ce qu'on a envie de mettre certains codes du premier film ? Est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a une pression, tout simplement, de réaliser ce deuxième film qui a eu un grand succès et qui, dans l'absolu, n'est pas la suite, mais a quelque chose à voir avec. Oui, ça a à voir parce qu'il écrit 3 romans sur le début du XXe siècle, qu'il appelle les enfants du désastre. Après, ce qui est très agréable, c'est que c'est 3 visions et 3 histoires très différentes, mais qui font écho. Mais c'est pas feuilletonnant. Donc, comme ça fait, une harmonie. Ouais, ça fait écho. Et donc, non, j'avais pas de pression par rapport à Au revoir là-haut, du fait que je suis pas quelqu'un qui est dans ni la compétition, j'étais ravi de Au revoir là-haut, j'étais heureux pour Albert, j'étais heureux pour le maître, je trouve que ce cinéma-là marche, enfin, voilà, ça fait plaisir. Non, j'étais ravi. Pas de pression parce que je suis un peu naïf et un peu bête. Je n'ai pas peur. Oui, ça me sauve. C'est un des trucs qui me sauve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis habité par un projet, rien ne me fait peur. J'ai plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Et donc, ça me remplit. J'ai envie de partager ça avec le plus grand nombre, pas dans l'aspect pécunier du terme, mais parce que je fais du cinéma pour le partager. Donc je suis ravi, au contraire, d'avoir accès à cette typologie de film. Donc non, c'est un vrai... j'ai pas subi, voilà, je ne subis pas ces pressions-là, en fait. Donc ce film, il est très porté par des personnages forts. Parmi les personnages principaux, il y a évidemment Madeleine Péricourt, qui est incarnée par Léa Drucker, qui est cette femme qui, au début du film, se retrouve avec un gros héritage. Et au fond... À la fin de la Première Guerre mondiale, Madeleine Péricourt, elle est très privilégiée. Elle ne s'intéresse pas vraiment au monde dont elle hérite déjà. Est-ce qu'on peut dire un peu qu'au début, elle est un peu déconnectée du monde tout court ? Oui, parce que c'est la position qu'on donnait aux femmes à cette époque. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est l'héritière d'une fortune gigantesque, d'une banque, de tout ça. Mais en fait, elle a été élevée comme à l'époque, on disait une femme, c'est-à-dire c'était pas quelqu'un qui était dans la société, quoi. C'est pas quelqu'un qui avait un rôle à jouer, donc elle n'est pas formée du tout à être dans le monde social, d'être non, elle est
voilà, marie-toi, fais des mômes, tais-toi, profite, bois du thé, et occupe-toi de tes jolies tenues et du personnel à l'intérieur de la maison. Donc elle n'a aucune arme, elle n'est pas du tout armée. C'est l'histoire aussi parce qu'il y a un côté polar et tout ça dans le film. C'est un film aussi très, très tendu avec des machinations et tout ça. J'adore cette notion-là, mais sur la place de la femme, c'est vrai que le paradoxe, c'est que quand elle perd tout, elle se trouve. Et que quand elle se trouve, elle a quelque chose comme ça de l'image de la femme moderne qui est pas qui est posée, quoi, qui est une figure humaine et pas sexuée. Et elle reste voilà. Moi, ce qui m'intéresse, je suis pas je veux pas surfer sur un truc de... S'il y a quelqu'un qui peut parler de féminisme, c'est sûrement Léa, c'est sûrement les personnages féminins. Moi, je fais pas un film féministe. J'ai été élevé par des femmes, j'ai toujours considéré les femmes exactement comme les hommes. J'ai pas du tout ce rapport au monde de segmenté, quoi. Donc, d'un point de vue social, il y a une réalité absolue qui a été que les femmes ont été écrasées par les hommes pendant des siècles, c'est indiscutable. Mais concrètement, je ne fais pas ce film-là pour surfer sur quelque chose d'actuel. C'est simplement que pour moi, c'est la même chose, quoi. J'ai autant d'admiration pour les femmes que pour les hommes, et autant aussi de colère. C'est-à-dire, je me dis, il y a des cons et il y a des connes, et il y a des mecs super, et il y a des femmes extraordinaires. Donc la question pour moi, elle se pose. Je suis plus dans une démarche profonde, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est plus humaniste. C'est-à-dire que je considère tout le monde, franchement, et c'est pas de la démagogie, mais depuis que je suis né, j'ai été élevé comme ça. Des sexualités, des origines, des trucs, j'en ai rien à battre. Mais rien à battre. Que tu couches avec qui tu veux, que tu te mettes un sexe opposé, que tu te le mettes sur le front, que tu sois noir, que tu sois... mais je m'en bats. Mais alors vraiment. Et ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. Les humains me passionnent. Je trouve ça... j'adore les humains. Donc, évidemment, tout le monde est dans le lot, quoi. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi Léa Drucker pour incarner ce personnage qui est si fort et qui est central concrètement, hein, qui hérite de ce pouvoir bancaire alors qu'elle n'a pas le droit de signer un chèque. Enfin, c'est quelque chose d'assez marquant, je trouve, comme rôle. Oui, enfin, c'est elle qui le dirait peut-être mieux que moi, mais en tout cas, je trouve que c'est un rôle marquant, en tout cas pour nous. Oui, c'est un rôle, je trouve, splendide, et elle le fait et elle l'interprète de manière splendide, donc tout va bien pour moi. Mais parce que vous savez, c'est compliqué d'expliquer pourquoi Léa. Okay. Il y a quelque chose je cherche une actrice qui peut interpréter en finesse, parce que je vais lui demander beaucoup de choses très dedans. Oui, par exemple, est-ce que vous avez pensé à ça, au fait que vous êtes potentiellement exigeant, je sais pas. Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est pour ça que je cherchais. Enfin, il faut avoir envie de filmer quelqu'un. Il faut se dire que c'est juste dans la perspective qu'on a du récit, et que cette personne-là soit au travail. Donc il faut plein de petits éléments, et l'évidence de Léa est venue très rapidement pour moi. J'ai été ravi quand elle m'a dit oui, au même titre que Benoît, parce que c'est dans l'ordre dans lequel j'ai choisi. D'abord, évidemment, notre héroïne, ensuite le personnage de Benoît, qui est extrêmement important, et puis après, il y avait évidemment Alice, Isaz, qui a un rôle aussi très, très complexe, Gourmet, voilà, qui est un acteur fabuleux aussi, où tu peux travailler avec Jérémy Lopez, qui est, à mon avis... de la comédie française. Qui a un rôle terrifiant, qui est terrible. Mais c'est pareil, d'en amener la complexité. Voilà, il me fallait ces natures d'acteurs. Fanny Ardant... la première chose, quand je lui ai proposé l'aventure, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce rôle ?» Parce que c'est ça qui l'importait, de se dire « C'est quoi on est où ?
on va dans quelle typologie, on est où Et ce qui est fabuleux, c'est que pareil, avec Fanny, de travailler avec elle, c'est quelqu'un qui est au travail. C'est Alban Lenoir aussi. Enfin, franchement, c'est que des gens qui me paraissent absolument justes dans le film que je voulais faire. Alors justement, Fanny Ardant, je voulais m'arrêter dessus pour le temps d'une question. Les personnages secondaires du film sont super à mon sens, construisent beaucoup le film. Et Fanny Ardant joue une artiste d'opéra, Solange Galinato, qui entretient un lien très fort avec le fils. Elle a réellement existé, cette femme, mais est-ce que tout ce dont il est question à propos d'elle s'est réellement passé? Je veux pas te dire ce qui s'est passé. Enfin, peut-être. Non. Dites-le si vous avez envie, mais je pense, il y a une scène un peu. Qui je sais pas, impressionnante. Ouais. Non, mais non. Ça s'est pas passé. Tout n'est que fiction chez le maître. Là où il est fort, c'est que c'est quand de temps en temps, c'est la fiction qui nous parle du réel. C'est-à-dire que il y a quelque chose où tout est possible. Tout ça est possible. Tout ça et sont des choses qui sont extraordinairement possibles. Et c'est sa force. Je trouve que c'est une des forces de ces récits. C'est-à-dire que je mets rien en doute en vrai, parce que il y a une c'est cohérent. Ça paraît pas incohérent. C'est fort, c'est puissant, c'est impressionnant, mais c'est cohérent. Et la musique, tiens, dans ce film, quelle place vous lui avez accordée? Comme dans tous mes films, une place extrêmement importante, mais là, d'autant plus qu'il y a dans ces films-ci une ampleur romanesque qui demande un travail sur la musique très particulier. Et avec Guillaume Roussel, qui fait tous mes films, on a une complicité et un travail en amont du tournage où on commence à parler de choses. Et là, il fallait vraiment parler de choses, parce que pour que Fanny Ardant, qui joue une chanteuse d'opéra, puisse travailler sur le playback. Spoiler, oui, c'est pas elle qui chante. Non. C'est Sandrine Piau, qui est une chanteuse absolument fabuleuse. Donc on a enregistré avant le film. Ouais. Et notamment un morceau d'opéra composé par Guillaume Roussel, et composer un morceau d'opéra, c'est quand même un sacré défi. Et j'ai fait écrire le livret par Pierre Lemaître. Et ça, on l'a enregistré évidemment en amont du tournage pour qu'elle ait plusieurs mois pour travailler, Fanny Ardant. Et du coup, la musique, le travail qui est fait sur la musique, et ce que j'adore avec Guillaume, c'est quelqu'un où on est tout le temps en relation. C'est à partir du moment où je suis dans le montage image, je lui envoie des séquences pas terminées en montage et tout, et on parle de thématiques, de thèmes, d'instruments. Il m'envoie des maquettes, mais il les met quand même à l'image près, donc c'est extrêmement précis comme travail, et donc on peut rebondir tout de suite, et puis jusqu'à l'enregistrement final, où quand on enregistre, je suis là aussi dans le studio d'enregistrement, et je peux parler aux musiciens de temps en temps pour leur dire mais c'est super, mais dans ce moment-là du film, voilà, et moi, que ce soit pas parfait, ça me gêne pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vibration particulière sur, et du coup c'est chouette parce qu'on se complète. C'est-à-dire eux, c'est des machine de précision, et en même temps, on me laisse cette place-là parce que ça m'intéresse, comme tout, comme la tapisserie, tout m'intéresse dans mes films. Y a ce truc dans le film qui est de l'ordre du sentiment un peu jouissif lorsqu'un personnage se fait prendre à son propre piège, ou le méchant, et encore je sais pas vraiment s'il est méchant, mais finit par perdre en se laissant lui-même tromper. Alors c'est pas manichéen bien sûr, mais plus globalement, je me demandais quel spectateur, est-ce que par exemple ce film vous intéresserait en tant que spectateur? Oui. Ouais. Et je pense que c'est ce genre de film que vous aimez regarder, vous, par exemple? Ouais, en tout cas ça en fait partie. Okay. Ça c'est clair. Et j'aime me faire embarquer. J'aime quand un film est jubilatoire mais complexe. C'est un peu l'idée. Ouais, il y a quelque chose. Et quand je vais au spectacle, c'est-à-dire que, et si le spectacle est pas bête, comme l'écriture de Pierre Lemaître n'est pas bête,
j'ai tout gagné. C'est-à-dire, je me dis, j'ai passé un moment, voilà, je me suis fait embarquer, quoi. J'ai été manipulé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je dis, oh là, ça je l'ai pas vu arriver, ça je l'ai pas vu arriver. J'ai des émotions. Et puis, j'espère, oui, cette dimension spectaculaire de se dire, ah ben ça valait le coup d'aller dans la salle de cinéma et de prendre dans une salle de cinéma, quoi. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des détails du livre que j'imagine vous avez lu, que vous avez tronqué, que vous avez peut-être ajouté, je sais pas, avec oui, Pierre Lemaitre oui, bien sûr. Il y en a, je les dirais pas parce que je me dis c'est deux œuvres différentes, mais on va dire que d'un point de vue narratif, sur les grandes lignes, on peut pas dire qu'il y a une trahison avec le roman. Oui, après, dedans, il y a forcément des choses, tu fais des choix, on pousse des curseurs à un endroit, on en ralentit à d'autres. Ça, c'est... Ouais. C'est pas le même temps, le cinéma et la littérature. Et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager, récent par récent? Oui, évidemment. Là, tout récemment, j'ai eu l'occasion de voir Sans filtre. La Palme d'Or. Ouais, la Palme d'Or. J'adore ce réalisateur d'une manière générale. Et il y a dans ce film 40 minutes de pur génie de réalisation, de pure intelligence de récit. Enfin, il y a un rendez-vous dans ce film, à un moment qui est fou. Le film est formidable, hein, voilà. Mais, je suis d'accord. Ouais, tant mieux. Mais il y a 40 minutes d'extraordinaire, quoi, de quelque chose qui dépasse encore le film lui-même. Donc, chapeau bas. Le livre de Godet, qui est encore une fois un super bouquin. Le dernier, vous voulez dire? Ouais. Chien 51. Ouais. Chez Actes Sud. Ouais, fabuleux. Et puis, ce qu'a commencé Pierre Lemaitre avec ses 30 Glorieuses, là, maintenant, il a fait donc le début du 20e, et puis là, il s'attaque aux 30 Glorieuses. Il y a le deuxième tome qui va sortir, je crois, en janvier ou février. Faut se précipiter, quoi. Ok, et en attendant, c'est Le Grand Monde chez Calman Levy. Ouais, et ça, c'est franchement... Alors là, on est plus feuilletonnant, parce que, il faut le dire, tu lis Le Grand Monde, pour ceux qui ne l'ont pas lu, juste attendez la sortie de l'autre, parce qu'en fait, c'est vraiment feuilletonnant. C'est-à-dire, on attend, contrairement à ces trois du début du 20e, où les histoires se terminent, en tout cas, la fin du Grand Monde, tu fais « Ah bah, vite !» Ok, je l'ai pas lu. Ouais. Et là, je vous envie de pas l'avoir lu, parce que t'es vraiment, on est en... Ok. Je sais pas. Attente. En attente, on est en haut, quoi. On est, voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Clovis Carniac. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.